Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, comme l'a dit David, qui va concerner les différents retours en termes de nouveautés, mais également de faits marquants que nous avons pu observer au cours du salon Formnext. Donc, excusez-moi. On va organiser ce webinaire en 4 grandes parties. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du salon en général avec quelques chiffres, notamment sur le nombre d'exposants, sur le nombre de visiteurs qu'il y a pu avoir cette année. Ensuite, je laisserai la main à Maxime Robert qui, lui, vous parlera, de tous les aspects liés à la fabrication additive, donc toutes les différentes nouveautés et points marquants qui concernent spécifiquement la fabrication additive. Ensuite, pour ma part, je reprendrai la main donc sur, l'aspect, les machines hybrides et également finition et traitement de surface. Et enfin, on aura, comme l'a dit David, un temps d'échange pour répondre, aux différentes questions que vous pourrez avoir. Donc concernant le salon, le salon Formnext, c'est, donc le salon international qui concerne l'impression 3D industrielle, et également, divers sujets concernant la finition de surface et également un peu sur l'usinage. Il a eu lieu cette année, donc en 2022, l'année dernière maintenant, du 15 au 18 novembre à Francfort en Allemagne. Et donc, quelques chiffres sur le nombre d'exposants cette année, c'était près de 802 exposants, qui étaient présents sur le salon, donc une augmentation de 32 par rapport à 2021. On a également pu, voir qu'il y a eu 29 581 visiteurs, là aussi une bonne augmentation par rapport à l'année précédente. Et enfin, en termes de surface, on était sur un salon qui fait environ 51 000 m², pour les différentes expositions. C'est un salon qui est organisé sur, 2 halls, qui font chacun 2 étages, donc il y a 4 grandes parties sur ce salon et les différents exposants sont répartis sur 10 grands thèmes, donc qui peuvent aller de la partie plus conception, matériaux, jusqu'à différentes solutions, donc les différentes technologies de fabrication additive, des parties également liées à la métrologie et à tous les aspects donc, digitalisation et formation et conseil également. Donc, voilà ce qu'on peut dire en général sur le salon. Maintenant, je vais laisser la main à Maxime qui va pouvoir du coup vous parler, des différentes nouveautés concernant la fabrication additive. Hop. Donc, bonjour à tous. Bah, je te laisse passer les slides pour, garder le fil. Donc, merci d'être présent, à ce webinaire. Maxime Robert, ingénieur en fabrication additive, au CETIM. Je vais vous parler donc des technologies de metal binder jetting dans un premier temps, d'autres technologies indirectes aussi avec quelques faits marquants, quelques trucs intéressants. Pas forcément des annonces qui ont été faites à Formnext, mais voilà des procédés qu'il est important d'avoir en tête parce qu'ils sont en train de bien progresser, enfin, depuis récemment. Et puis, des faits marquants en fusion laser et sur des petits facts aussi sur les fabricants de poudre. Donc là, première nouveauté dans le metal binder jetting, donc HP qui a présenté, pour la première fois en Europe, sa Metaljet S100. Donc c'est une ligne en fait de binder jetting qui a été, bah, un peu, cachée on va dire, aux yeux du grand public parce qu'en fait c'était un partenariat exclusif qu'ils avaient fondé avec GKN qui est un sous-traitant, allemand et Volkswagen. Donc en fait GKN avait intégré une ligne HP binder jetting chez eux et ils développaient conjointement avec Volkswagen des pièces pour intégrer dans les futurs véhicules. Donc la techno binder jetting, on le savait, offre des potentiels de productivité accrus par rapport à la fusion laser qu'on avait l'habitude de connaître sur ces 10-20 dernières années. Et voilà, un constructeur automobile majeur est enfin, dans le pipe pour industrialiser des pièces avec ce procédé-là. Donc là, ce qu'ils ont présenté, c'est un volume de production de 400 par 300 par 200, avec une hauteur de couche qui est variable, qui peut varier entre 35 et 140 micromètres. Le standard, c'est de la mettre à 100 micromètres. Et la vitesse d'impression monte à quasiment 2000 cm3 avec une résolution de 1200 dpi. Donc là, c'est une tête d'impression qui fait vraiment la largeur de tout le lit de poudre. Là, vous voyez dans la première illustration, la tête d'impression est sur la partie droite et vous avez le lit de poudre qui est un peu en partie centrale de la machine. Sur la partie gauche, c'est tout ce qui est
nettoyage et étalonnage des têtes d'impression. Donc, évidemment, HP, c'est normal qu'ils se lancent dans cette course-là, parce que les systèmes d'impression, ils connaissent bien sur le plus classique. Et ils ont présenté énormément d'applications, donc que j'ai pas toutes retranscrites ici, mais des applications de luxe avec des carrures de montre, fluidique, mécanique générale, filtre aussi, le partenariat avec Schneider GKN aussi, qui est un partenariat majeur. Schneider a mis en série des pièces. C'est celle que vous voyez sur la photo centrale, là, sur la partie de gauche. C'est les filtres Schneider, juste à côté de Industrial, enfin juste en dessus. Et aussi des pièces un peu plus mécaniques avec des engrenages un petit peu allégés, avec des optimisations topologiques sur la photo de droite. Il y a plein d'autres photos. Si vous êtes intéressé par tout ce qu'il y avait au salon, j'ai pris à peu près toutes les photos. Vous pourrez m'écrire si vous voulez des photos complémentaires. Vas-y, suivant si tu veux, Mathieu. Un autre acteur qui a, donc encore une fois, pas forcément dévoilé à Formnext, mais quand même exposé une machine, pareil, de grande série, un peu comme HP. Là, on vise une cadence même 4 fois même supérieure à ce qui est annoncé par HP, puisque là, on vise les 9000 cm3 dans une machine de 500 mm au cube. Donc, hauteur de couche standard, là aussi 100 micromètres, et vise des applications type piston, roue de pompe, collecteur hydraulique, voilà, des pièces mécaniques plutôt en acier inox 316L et en cuivre. J'ai oublié de préciser pour HP aussi, c'était intégralement des pièces qui avaient été faites en acier qui étaient présentées. Et eux aussi lancent la machine, et comme HP, ils ont leur solution de dépoudrage et de préparation des poudres qu'on peut coller en amont, et aussi des solutions donc préparation de poudre et aussi de dépoudrage à côté, semi-automatisé. Donc là, c'est le petit module DPS là, que vous voyez sur la photo de droite. La photo de gauche, pardon. Slide suivant, ouais, merci. Alors ça, une nouveauté du salon Formnext, c'était cette société dévoilait vraiment sa techno lors de ce salon. C'est la société Sinterjet, qui est une société turque, qui a lancé, contrairement à la mouvance des deux géants qu'on avait vus précédemment, ont lancé une petite imprimante binder jetting qui fait un volume de 160 par 60 par 60 et qui a une architecture similaire à, pour ceux qui connaissent, celle qu'on a au CETIM de Saint-Étienne, la Digital Metal DMP 2500, dans la mesure où la cartouche va pas faire la largeur totale du volume d'impression, mais elle va faire deux ou trois passes au-dessus du volume d'impression. C'est la photo qu'on voit à droite. Ils ont été ils ont bien voulu ouvrir le capot de leur machine pour que je puisse le prendre en photo. Et la rampe un peu noire que vous voyez sur le côté, c'est le système d'impression. Et le petit carénage un peu renfoncé, c'est le volume d'impression. Donc là, bon, on va moins vite qu'avant. On a du 1200 dpi tout de même, mais du 50 cm3. Et avec une épaisseur de couche qui est intéressante parce qu'elle peut descendre jusqu'à 20 micromètres. Donc ça semble assez prometteur. Et ils ont déjà développer les matériaux COCR-MO, CONI, donc de nuances de cobalt, et des aciers inoxydables 316L. Et là, en développement, ils ont le cuivre, le titane grade 23 et l'Inconel 718. Sur la gauche aussi, vous voyez quelques applications qu'ils ont imprimées. Ça rend bien à suivre. Aussi, côté français, ils n'étaient pas présents à Formnext, mais il y a une start-up dans la région de Toulouse, je crois, ou dans cette zone-là, qui s'appelle Adiblast, qui lance aussi un système de binder jetting français. Voilà, pour la culture, ils n'étaient pas à Formnext, mais c'est intéressant de voir des nouveaux acteurs. Et puis, surtout, s'ils sont français, ça ne peut qu'être intéressant. Vas-y, suivant. Donc Digital Metal, qui est un fournisseur historique de la technologie binder jetting, a là encore pas fait l'annonce, ça avait été fait à Chicago 1 ou 2 mois avant, mais ils ont montré la DMP Pro, donc leur nouvelle machine de binder jetting,
Donc photo du milieu, la deuxième photo, qui va... donc là, c'était juste un prototype, en fait, c'était un peu une coquille vide, mais c'est semblable à l'architecture de leur machine DMP 2000, DMP 2500, sauf que là, la tête d'impression va pouvoir couvrir toute la largeur du lit de poudre. À côté de ça, ils y ont associé leur machine de dépoudrage automatisé, la DPS 1000, donc là qui est en binder jetting jusqu'alors, on avait des solutions plutôt type boîte à gants et stylet à air comprimé pour souffler et déterrer les pièces. Là, ils sont en train de regarder pour automatiser ça, voilà, enfin semi-automatisé. On est quand même dans une boîte à gants et par des jeux de soufflage. Un peu automatisé avec d'autres organes, on peut dégrossir le, le dépoudrage des pièces. Là, ouais, c'est moi. Et donc voilà, une automatisation, ça c'est des travaux aussi qu'on regarde aussi côté CETIM, cette automatisation de cette étape-là du procédé binder jetting. Et aussi un nouveau matériau qui n'était pas disponible commercialement, qui a été annoncé, l'Inconel 718. Vous voyez aussi que sur la photo de gauche, ils ont annoncé différents volumes de conception. Donc le volume le plus loin sur la gauche, c'était la box classique qu'on a aussi sur nos machines, sur notre machine de Saint-Étienne. Celle du milieu, c'est pour faire du développement de matériaux. En fait, ils ont réussi à réduire le volume. C'est pour mettre en œuvre notamment ce qui est une matière onéreuse à mettre en œuvre. Donc voilà, développement sur des précieux. Et la box qu'ils appellent PB4 sur la toute droite, donc c'est un volume accru qui sera capable d'être mis en œuvre soit sur des DMP, des anciennes architectures rétrofitées, soit sur cette nouvelle machine DMP Pro qui a été lancée. Vas-y, tu peux faire next. Un autre acteur aussi incontournable du binder jetting ces dernières années, en plus pour ceux qui suivent un peu, ils ont racheté la société X1, qui était historiquement en concurrence avec Digital Metal dès le lancement. D'ailleurs, Digital Metal, qui est une startup, enfin qui était une startup suédoise qui avait été rachetée par le groupe Oganas, est passé sous pavillon Markforged, donc encore des Américains. Voilà, en fin d'année 2022. Donc là, Desktop Metal. J'ai une deuxième slide aussi qui arrivera. Là, c'était surtout sur les applications au niveau machine métal. On est toujours sur les machines shop pour les cadences de production en atelier, les architectures P, pardon pour bafouillement. Donc P1 pour du prototypage, développement matériaux et P50 pour la production vraiment haute cadence. Donc principalement des cas d'application shop pour les personnes qui suivent aussi nos travaux collectifs. La première photo, donc la troisième photo, on va dire, vers le milieu qui montre des cas CETIM qu'on a développés dans nos études collectives, le bloc hydraulique et puis un outillage sur lequel on vise le bimatériau. Donc voilà, des applications à voir de plus ou moins grande dimension. La société Hydro aussi qui fait des blocs hydrauliques un peu complexes, etc. Jade Group qui est un sous-traitant du domaine du luxe. Et donc Printer Press et SolidCam qui font un peu plutôt des outillages, on va dire, et des outils qui peuvent s'adapter. Et Linde aussi, qu'on connaît dans le gaz. Vas-y, suivant. Aussi, une annonce qui a été faite dans le salon Formnext, c'est la machine Forest. Donc en fait, c'est une photo d'une shop system avec un bandeau vert sur le côté. En fait, elle met en œuvre de la sciure de bois mêlée à de la résine. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques que la shop avec les mêmes productivités. Et là, ça permet de faire des pièces en bois. Si l'écran est pas trop mauvais, vous avez des petits, voilà, une espèce de vase, une espèce de petit oiseau, etc., qui ont été posés sur la machine. Il y avait aussi une guitare optimisée topologiquement, mais malheureusement, je peux pas vous faire la présentation cette veille avec, puisque elle leur appartient. Mais voilà, c'est pas vraiment du binder jetting métallique, mais ça peut avoir des applications intéressantes. Next. Fait aussi intéressant, un peu rare sur le binder jetting, c'est la mise en œuvre de l'aluminium. Donc on sait que X1 avait courant d'année 2022, même ils avaient
fait des premières annonces fin 2021, mettait en œuvre des Alu série 6000, le 6061. Là, il y a Ricoh qui a annoncé aussi, donc ça c'est des développements plutôt côté Japon, qui a annoncé travailler avec l'IFAM, donc les Fraunhofer, centre technique allemand, euh, sur des nuances ALS-IMG, donc plutôt aluminium de fonderie, qui se mettent classiquement en œuvre aussi par fusion laser. Donc quelques cas d'application intéressants. La photo de gauche, c'est sur le stand Fraunhofer, et les deux photos de droite ont été prises sur le stand Ricoh. Next. Donc là, quelques autres procédés FA indirects qui exposaient à Formnext. On commence avec le Code Metal Fusion. Donc, c'est la société Edman Materials qui fait non pas des machines, parce qu'en fait, il repose sur l'impression SLS, qui est une technologie d'impression bien développée pour le plastique, notamment la mise en œuvre sur une EOS Formiga P110 de leur poudre. Eux, c'est des manufacturiers de poudre spécifiques qui vont pouvoir être mises sur ces machines-là pour faire la mise en forme, et après qui seront densifiés par frittage, comme pour le procédé binder jetting. C'est comme ça qu'on caractérise les procédés indirects. Donc, 4 nuances commercialisées. Le 316L, le TA6V, le 174pH et l'acier à outils M2. Et c'était une annonce aussi qui regardait des matériaux en pré-série comme le H13, titanium grade 1, titane grade 1 et un Connell 625. Une autre techno indirecte, c'est la technologie Moljet de Triton. Bon, pareil, ils ont été là depuis quelques années déjà, mais dans le cadre des études collectives du CETIM, on a pu aussi d'ailleurs tester ces deux technologies. C'est Clément Lalève qui a été à la charge de cette étude chez nous. Et donc là, c'est aussi une technologie indirecte. On va mettre en œuvre un matériau qui va être fait de liant, résine et de poudre et de métal. Donc là, plutôt sous forme de pâte, et on y imprime en fait un moule. C'est le matériau orange que vous voyez là en bas, et on vient compléter avec notre pâte pré-imprégnée métal polymère pour réaliser nos pièces. Et après, pareil, on les densifie par frittage. Et donc cette techno-là est pas mal parce qu'elle permet de faire quand même des pièces assez grosses, notamment la roue que vous voyez là, qui a été un cas d'étude CETIM. Donc maintenant, partie fusion laser. Donc mon TruePrint qui a fait, voilà, vous voyez le World Premiere qui a été annoncé. En fait, c'est l'architecture TruePrint 1000 qu'on a aussi sur notre plateforme de Saint-Étienne en version antérieure, qui a été en fait mise à jour, surtout avec l'intégration de nouveaux algorithmes de slicing et de paramétrie pour produire les pièces 30 à 40 fois, 30 à 40 fois plus rapidement, enfin de 30% à 40% plus rapidement que sur l'ancienne mouture. Donc voilà, peu de choses à voir à niveau hardware, c'est surtout des optimisations soft en fait qui ont été réalisées. Et l'introduction d'un monitoring fiable. Adobe, il y avait beaucoup de cas d'application chez Adobe. J'ai choisi de vous présenter quelque chose qui sautait un peu moins aux yeux sur leur stand. C'est un logiciel d'analyse de qualité des pièces. Une fois qu'on a imprimé les pièces sur la machine, donc le Adobe Quality Assurance Software permet d'avoir une vue 3D et une cartographie des températures qui ont été appliquées. Ah mince, je vois une question, j'avais loupé. La route Triton est-elle une route pompe ou de compresseur? Maxime, on y répondra à la fin pour pas que tu Ah, ok. perturbes Ah, ça ta marche, présentation. pardon. Pas de Ok, souci. bon, on y répondra après, désolé. Donc pour ce software, en fait, ça permet de décomposer les éventuels, en fait, faire une vue de la fabrication et de l'analyse un peu de données sur les puissances laser appliquées, potentiellement des zones qui ont été singulières lors de l'impression. On peut couper aussi cette vue, etc. C'est manipulable et assez fluide. Donc c'est assez intéressant pour rendre compte des paramètres de fabrication. Next. Aussi, au salon Formnext,
quelque chose de majeur, ça a été les applications cuivre. On en avait beaucoup parmi tous les constructeurs de fusion laser notamment, mais aussi de plein d'autres technologies. Donc EOS ne faisait pas exception. Donc ils ont eu plein d'applications à plutôt grande dimension avec des inducteurs, des systèmes de refroidissement de processeurs et des chambres de combustion pour des moteurs de fusée. C'est des applications qu'on voit là. Next. Ils ont aussi présenté un programme qui s'appelle FreeFloat, donc qui permet de passer en gros sur une pièce un petit peu complexe. Donc là, il faut regarder le nombre de supports avec un supportage classique à gauche et un supportage réduit grâce à leur paramétrie FreeFloat. Donc voilà, c'est pas non plus magique. On va pas supprimer la totalité des supports de fabrication euh, pour imprimer ces pièces-là. Mais voilà, ça permet quand même de réduire significativement leur nombre et par conséquent les opérations de post-process. Donc, attends, juste précédent, c'est juste, donc cette paramétrie-là, elle correspond plutôt à des vitesses laser un peu plus lentes avec moins d'énergie volumique apportée localement en fait. On va faire évoluer notre paramétrie beaucoup plus finement pour atteindre des niveaux comme ceci. Je vois les questions, je vois des questions qui apparaissent, on répondra à la fin, comme l'a dit Bertrand. Donc SLM, pareil, des applications cuivre, mais aussi l'annonce d'une grosse machine, très grosse machine même, qui a 12 lasers et qui a un volume de fabrication de 600 au cube et qui peut même passer à Z 1500. Là, sur l'image du milieu, là, c'est carrément une tuyère qui a été imprimée et ça va vraiment jusqu'en bas, jusque sur le sol. Là, la pièce fait à peu près ouais, la totalité, quasiment 1m50, 1m20, 1m50. Donc c'est assez impressionnant. Ils sortent des pièces qui sont très impressionnantes. Donc c'est la NXG X12, la NXG 12 600 pour la référence de la machine SLM Solutions, qui d'ailleurs, je l'ai vu récemment, SLM Solutions a été officiellement racheté par Nikon. Ils sont passés sous pavillon officiellement là, la semaine dernière, j'ai vu passer. Next slide. Donc là aussi pareil, machine de grande taille, I+ 3D. Donc voilà, qui fait aussi des machines à 9 lasers avec une enceinte de 1300 au cube et pour des prix de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros. Voilà, une grande pièce aussi, les tuyères étaient aussi à la mode. Là, on est vraiment, même sur le binder jetting d'ailleurs, on a une tendance qui est les machines de fabrication additive, on cherche à faire de la grande dimension maintenant avec. Et aussi, on verra à la slide suivante, le chinois, donc ça, I+ 3D, c'est des chinois. Farsoon aussi, vas-y, switch, Mathieu. Farsoon, qui sort aussi des machines de grande dimension, avec cette fois-ci là une machine de 4 lasers qui permettent de faire également des grandes pièces. Et vous voyez que par exemple celle-ci là, qu'on voit en ALS-IMG, qui a pris 326 heures à imprimer. Donc voilà, c'est les ordres de grandeur, on commence à faire des très grandes pièces. Vas-y, suis, next. Donc quelques informations sur les poudres métalliques. Donc je suis passé sur le stand de la société Adiblast. Donc c'est une société slovène qui conçoit et commercialise des machines de post-traitement dédiées fabrication additive. Donc là, le système Mars 01 en fait a été assez intéressant puisqu'on sait que les systèmes constructeurs de dépoudrage pour le binder jetting notamment présentent quand même des limites. Soit ils sont petits, soit donc ils peuvent pas forcément recevoir de l'automatisation, soit ils sont mal scellés pour le cas des architectures shop de desktop metal, donc qui génèrent des problèmes niveau HSE. Donc c'est intéressant de voir. Donc là aussi, ça peut aussi être appliqué à du dépoudrage fusion laser un peu plus fort, hein, mais on voit que là, ils ont directement intégré un plateau qui peut tourner, un système d'air comprimé et aussi un système, c'est les leviers là qu'on voit sur la partie haut droite là, un système de vibration du plateau pour pourquoi pas amorcer le dépoudrage en binder jetting et aussi
bien amorcer en fusion laser, en vibrant encore même plus fort. Donc voilà, avec aussi un volume qui est assez conséquent dans lequel on peut opérer. Vas-y, ouais, tu passes à Aerosynth, merci. Donc aussi, pas forcément une annonce Formnext, mais intéressant de l'avoir en tête, Aerosynth, qui est une société belge, qui a développé un système de dépôt sélectif de poudre qui s'appelle Selective Powder Deposition Recounter. En fait, c'est la photo qui était, donc ça c'était la machine à droite qui était exposée sur leur stand, et j'ai remis le schéma qui est disponible sur leur site à gauche. En fait, vous avez 3 réservoirs, donc en fait c'est pour faire du multimatériau. Donc supposément ces 3 réservoirs contiennent 3 matériaux différents, et on a un système pneumatique. Là, ces rouleaux en fait ont un système pneumatique d'aspiration et d'éjection, et vont venir déposer la poudre juste sur les couches qui sont nécessaires, et après réaspirer derrière la poudre qui a été qui est non utilisée. Donc en fait, ça permet de faire localement, de déposer en fait la matière, enfin le deuxième matériau ou troisième matériau que vous souhaitez, juste localement, et de continuer la pièce dans le matériau que vous vouliez faire. Ça, c'est une mise en œuvre d'impression, voilà, sans que ce soit forcément des rajouts. On fait tout en une fois. Aussi, sur les poudres, une nouveauté. Donc évidemment, il y avait plein de manufacturiers de poudre, hein, pour toutes les technologies. Et ce que je voulais mettre en avant dans ce webinaire, c'était aussi un peu des nouveautés autour de tout ça. La 6K Additive, qui présente une filière de recyclage pour la poudre usagée. C'est assez intéressant parce que jusqu'alors, effectivement, la poudre usagée, ça restait un peu compliqué en termes de circuits de recyclage, etc. Là, en fait, ils se proposent de la reprendre, même gratuitement. Et eux, ils ont des étapes de sphéroïdisation et de reconditionnement en fait pour réutiliser ces poudres après coup. Donc la première étape de broyage optionnel que je note en fait, c'est si on a des rebuts de pièces de fabrication additive, donc là qu'il faut vraiment broyer, etc. Là on parle de pièces métalliques. Bon, les rebuts de pièces métalliques, on connaît déjà des façons de les gérer. Là où c'est plus intéressant, c'est sur la deuxième étape, qui est la remise en forme et la resphéroïdisation des pièces, des poudres, pour qu'elles soient réutilisables, encore une fois, en fusion laser. Donc là, ils disposent d'un réseau pour valoriser la poudre, et voilà, même je disais ils la reprennent à titre gracieux, c'est même eux qui nous payent pour reprendre nos anciennes poudres potentiellement. Donc c'est, je trouve, voilà, un maillon qui manquait un peu à la chaîne de la fabrication additive globale. Voilà, on dit que c'était green, mais tout le monde savait que c'était pas non plus si green que ça quand on venait un petit peu fouiller. Là, ça contribue à faire en sorte qu'on ait un circuit qui soit cohérent. Voilà, donc voilà pour les un peu mes highlights du salon Formnext, et je vais relaisser la main à Mathieu qui va vous présenter les machines hybrides et la finition. Merci Maxime. Donc du coup, oui, comme on l'a dit, on va passer maintenant à la présentation donc, des machines hybrides. Donc machine hybride, qu'est-ce qu'on entend par machine hybride? C'est finalement un centre d'usinage sur lequel on vient implanter un système de fabrication additive. Donc sur le salon Formnext, ce type de machine était quand même assez peu présent, mis à part pour donc c'est la société DMG Mori qui présentait ici sa machine LaserTech 65 DED hybride. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est une machine hybride, donc 5 axes, qui va combiner, la fabrication additive, DED avec, le fraisage et le perçage donc. Et sur cette machine-là, la principale, innovation qu'on a pu retrouver, c'est ils intègrent donc sur cette machine un laser bleu de 450, j'ai perdu l'unité, mais dont la puissance est absorbée, qui permet justement d'absorber la puissance par les matériaux réfléchissants. Et donc le gros intérêt, ça va être de pouvoir faire du multimatériau et surtout tout ce qui va être, traitement du cuivre notamment. Donc il y a pas mal d'applications sur tout ce qui va être refroidissement de moules d'injection, de l'aspect, dans la production de pièces, notamment dans le secteur aérospatial.
Donc voilà, après ça reste une machine hybride assez classique, mais la principale innovation vient donc de l'intégration de ce nouveau type de laser pour pouvoir faire du multimatériau. Donc comme je l'ai dit, c'est finalement la seule machine hybride qu'on a pu observer, sur ce salon. Bon, on verra un peu en synthèse, mais après discussion avec certaines entreprises qui font de l'usinage, ils nous ont dit que c'était pas forcément quelque chose qui apparaissait comme étant intéressant, on va dire financièrement, puisque au final, ça consiste juste à venir, greffer une tête d'impression 3D et donc souvent, c'est aussi simple de garder donc le centre d'usinage tel quel et de venir finalement intégrer un robot, qui vient en parallèle à la machine pour faire l'aspect fabrication additive. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est, énormément développé, à l'heure actuelle. Donc ensuite, pour rentrer plus dans le sujet, finition de surface et traitement de surface en général, donc il y avait quelques innovations, donc la plupart des technologies, des procédés que je vais vous présenter sont pas forcément des innovations, telles quelles. C'est plus, un rappel sur des choses qui peuvent être intéressantes, notamment sur tout l'aspect pièces issues de fabrication additive et donc ici, on avait notamment la société Otech, donc qui est quand même une société qui est, assez reconnue dans le monde de la finition de surface qui dévoilait pas sur ce salon, qui avait déjà présenté sur d'autres salons, mais qui exposait leurs différentes technologies et procédés d'électropolissage. Donc en tout, il y a 3 procédés d'électropolissage à l'heure actuelle chez cette société et donc il y a ces 3 types de machines qu'on a mis en photo ici. Donc il y a la EPAC Flex, la EPAC Smart T et la EPAC Smart S. Donc ces 3 types de technologies qui sont, donc les 2 dernières technologies sont assez similaires, c'est les machines qu'on peut voir juste ici. On est sur un électrolyte qui n'est pas, 100 liquide finalement. On est proche d'un électrolyte à sec qui est composé de billes chargées d'acide, comme une autre technologie qu'on verra un peu plus tard. Et qui permet le polissage, notamment des pièces dans tout ce qui va être le secteur de la joaillerie, le secteur de la bijouterie ou du dentaire, avec la EPAC Smart T notamment qui est adaptée spécifiquement pour, les pièces du secteur dentaire. Et cette technologie-là, donc la EPAC Flex qui, elle, permet de faire du polissage notamment de pièces en or et en argent et qui, elle, dispose d'un électrolyte qui est différent de ceux qu'on peut voir sur la photo ici, qui est cette fois plus proche d'un électrolyte classique, qu'on peut retrouver en électropolissage, à savoir un électrolyte liquide. Et qui a pour intérêt finalement de pouvoir également récupérer les déchets, finalement d'or et d'argent qui vont être retirés des pièces et qui vont venir se déposer sur la cathode si je me trompe pas, pour pouvoir récupérer justement les matériaux perdus. Donc voilà un peu pour les différentes, technologies présentées par cette société. Ensuite, on avait une société française, donc AML Innovation, qui, elle, présentait un dépôt d'argent, en fait, sur des pièces essentiellement, bien adaptées pour les pièces de fabrication additive. C'est, une petite société qui a breveté ce procédé qui est toute récente, finalement, comme société et donc l'idée, c'est de venir déposer une couche d'argent, notamment pour traiter, sur des pièces de ce type-là, à l'intérieur de cavités, par exemple. Et donc ça a plusieurs intérêts puisque ça peut permettre notamment, déjà de faire un nivellement, donc de lisser la surface sans forcément passer par un polissage, en tant que tel de pièces. Et ça peut également permettre de venir, fixer les particules fusionnées comme on peut le voir un peu sur la photo juste ici. À savoir que ces particules semi-fusionnées vont être emprisonnées, dans le revêtement argent et ça va permettre d'éviter qu'elles s'arrachent, par exemple, en fonctionnement, au cours de l'utilisation de la pièce. Donc là, on est sur une société française qui a présenté ce procédé-là et qui sera sûrement étudié plus en détail de notre côté, au CETIM, par la suite pour voir vraiment tous les avantages de ce type de procédé-là. Autre technologie, donc là, on est sur une technologie qui n'est pas, innovante en tant que telle puisqu'elle existe depuis très longtemps, mais qui est très intéressante pour, des pièces issues de la fabrication additive. C'est le procédé, MMP, donc Micro Machining Process. Donc on est sur un procédé, à la fois de bavurage et de polissage qui est, 100 mécanique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un procédé chimique ou électrochimique. On est sur un procédé mécanique qui est, donc c'est quand même gardé secret par la société, donc on n'a pas énormément de détails.
mais qui consiste finalement à venir, agir sur les différentes fréquences qui composent la rugosité de surface. Donc à savoir certaines fréquences pour, vraiment la micro-rugosité, d'autres pour, la rugosité plus classique jusqu'à l'aspect ondulation et l'idée c'est de venir, donc modifier une sorte de fluide pour générer des particules qui peuvent venir polir et arracher la matière à la surface des pièces. Donc c'est un procédé qui est très intéressant, bah, comme on peut le voir ici, puisqu'il permet de passer d'un brut de fabrication additive à des états de surface très fins. Ça permet également de traiter, tout ce qui va être pièces avec des zones difficiles d'accès. C'est-à-dire que c'est il y a aucune problématique d'accessibilité avec ce type de procédé, même si pour des, zones vraiment très fines, typiquement sur de la bijouterie, sur des bagues par exemple, on peut avoir des zones toutes petites de très difficiles d'accès. Là, forcément, les particules qui vont être utilisées pour traiter vont être beaucoup plus fines et ça nécessitera donc un temps de scie qui va être beaucoup plus long. Mais globalement, ça permet vraiment d'obtenir des états de surface très fins, bah, comme sur le genou juste ici, en une seule étape et uniquement via ce procédé-là. Donc ça reste quand même quelque chose de très intéressant en fabrication additive et je pense qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui a pas forcément d'équivalent pour permettre, en une seule étape, de passer, d'un brut à quelque chose d'aussi propre. Hem, un autre fournisseur assez connu dans le monde de la fabrication additive, c'est AM Solutions, donc qui faut redistribuer les technologies Rossler. Donc ils étaient présents sur le salon sans donc ils devaient pas forcément apporter de nouveautés, mais en tout cas, il y a plusieurs machines qui sont intéressantes et qui sont spécifiquement adaptées justement à la fabrication additive, à savoir les 4 technologies qu'on a juste ici. Donc il y a des technologies, notamment la technologie S1 ici, qui est finalement une cabine de sablage qui est adaptée pour le nettoyage et la finition de surface de pièces, en polymère, notamment. On a également des cabines de sablage voie humide qui, elles, sont plus pour le nettoyage et la finition de pièces, ben, de fabrication additive métallique. Et ensuite, on a, également la technologie C1 ici qui consiste à éliminer les supports et la résine de pièces, encore une fois en photopolymère. Donc voilà, toute une gamme de solutions qui permet de travailler dans tout secteur. Ils ont également des solutions assez classiques comme de la tribofinition classique, hein, par vibration. Mais c'est un fournisseur qui est quand même assez reconnu dans tout ce qui est secteur, fabrication additive. Autre, technologie présentée sur le salon, donc là, on est sur une technologie assez classique finalement. On est sur du sablage, hein, où on vient projeter des particules, ici sur des pièces qui vont être sur des pièces plastiques notamment, issues de fabrication additive. La principale, avancée de cette technologie-là, c'est que on peut switcher entre 2 étapes de finition de manière automatique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de sablage qui, dans un premier temps, va être, assez peu agressif pour notamment tout ce qui va être un peu, dépoudrage, nettoyage de la surface des pièces et ensuite la machine va switcher automatiquement sur un autre type d'abrasif pour cette fois, réaliser du polissage de pièces plastiques. C'est une technologie qui est donc, 100 automatisée à l'exception du chargement machine, puisque le déchargement machine peut être automatique, mais le chargement machine, forcément, il faut venir vider les pièces à l'intérieur de la machine, mais bien sûr, ça peut être effectué par un système de robot, hein, par exemple, à côté. Donc voilà, une technologie ensuite de sablage finalement à vrac, où on a le tapis qui est juste ici, qui va être mis en rotation et qui va permettre de brasser, l'ensemble des pièces qu'on va avoir à l'intérieur de la machine. Ensuite ici, l'électroablation, donc c'est de la marque 3DM Surface Finishing. Donc là, c'est une technologie qui est brevetée et qui est pas forcément pour le moment commercialisée. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui a, développé un électrolyte et un système d'électropolissage qui permet, contrairement à de l'électropolissage classique qui va être plus adapté à de la superfinition pour apporter de la brillance et qui va devoir, être utilisé sur des pièces déjà préparées. Là, c'est une technologie d'électropolissage qui va permettre d'enlever, beaucoup de matière et de manière assez rapide pour justement pouvoir abaisser la rugosité des pièces issues de fabrication additive. Donc là, on est sur une technologie à l'heure actuelle, ils ont développé leur électrolyte et ils sont finalement un peu en recherche de transfert technologique pour transférer leur technologie, à une entreprise qui pourra fabriquer une machine qui permettra d'appliquer ce traitement-là.
Hem, Ensuite concernant GPA Innova, donc qui avait un stand assez important sur le salon. Donc GPA Innova, c'est un fournisseur de technologies essentiellement orienté électropolissage qui est, de plus en plus reconnu dans le monde industriel sur la finition de surface. Donc la première technologie ici qui est le sablage électrolytique, c'est une nouveauté qu'ils avaient déjà dévoilée en 2021. Et donc ici, la principale innovation c'est qu'ils avaient modifié leur machine de façon à la rendre, automatique. Puisque au tout début, ils avaient dévoilé la machine, c'était finalement comme une cabine de sablage classique où on venait, manuellement tenir la buse et générer l'action de polissage. Ici, ils ont pu y intégrer donc un bras robotisé, comme on peut le voir ici, qui permet de faire cette action de manière automatique et également la possibilité de travailler sur des pièces à vrac avec un système de panier ici qui va être mis en rotation pour pouvoir, finalement comme sur le système de la sableuse qu'on a vu juste avant, brasser le mélange de pièces qu'on a à l'intérieur de la machine. Ensuite, pour l'aspect plus, procédé, il s'agit finalement d'un électropolissage, hein, encore une fois. Donc ils ont repris le principe de, leur électropolissage D-Light, donc de leur électropolissage à sec, qui ressemble assez à ce qu'on a pu voir sur, la Slideotech au niveau de l'électrolyte. Et donc l'idée sur leur D-Light, c'était de venir finalement fixer la pièce, la tremper dans un bain d'électrolyte, la mettre en mouvement et générer l'électropolissage. Là, la différence, c'est que l'électropolissage se fait, donc ils disent par sablage, donc il n'y a pas réellement de pression comme une sableuse classique, mais on va pouvoir venir guider et venir, finalement choisir les zones à traiter et donc ça va être notamment très efficace pour traiter, des surfaces, internes comme on peut le voir sur l'image d'ici. En venant finalement vraiment se concentrer sur cette zone-là plutôt que tremper la pièce dans un bain d'électrolyte. D'autres technologies qu'ils ont dévoilées, donc là, cette fois-ci, on est sur des technologies toutes nouvelles, bon, qui reprennent le grand principe de leur D-Lite classique. Donc tout d'abord concernant la D-Lite 100 Pro, c'est finalement le même principe que la D-Lite, qui existait depuis qu'ils ont lancé ce procédé, donc d'électropolissage à sec. La grande différence, c'est que sur cette machine, elle va être, on va dire, un peu plus adaptée au monde de la production, puisqu'elle a un logiciel qui va permettre d'enregistrer tous les paramètres qui ont été appliqués et d'avoir vraiment une traçabilité sur les différents cycles qui ont été faits et sur les différents lots qui ont été traités. Autre point intéressant avec cette mise à jour finalement de la technologie, c'est que un des plus gros défauts, on va dire, de ce type de technologie, c'était le coût de l'électrolyte. Puisque typiquement, là, on était sur un électrolyte autour de 2 000 € le bac qu'on a ici et qui était donné pour une durée de vie qui était relativement courte. Donc l'idée avec, cette, D-Lite 100 Pro, c'est d'avoir un meilleur suivi de l'état réel finalement de l'électrolyte pour pouvoir, garder le plus longtemps possible cet électrolyte dans le temps et donc, pouvoir, économiser forcément de l'argent sur cet aspect-là. Autre version qui là, est pas forcément, orientée fabrication additive, mais c'est donc, la D-Lite 100 Pro Carbide. Donc l'idée, c'est de pouvoir traiter tout ce qui va être pièces, carbure. Donc, c'est notamment très intéressant dans tout ce qui va être, les outils, notamment dans le secteur de l'usinage, ce qui va permettre par électropolissage de venir polir finalement des outils carbure, via ce type de technologie. Donc là encore, c'est quasiment la même machine, à l'exception qu'on a une gestion notamment de la température de l'électrolyte pour pouvoir permettre le polissage de pièces carbure. Donc on va dire que ces dernières slides là sur GPA Innova, c'est pas forcément des technologies qui sont adaptées, comme j'ai dit, sur, des brutes de fabrication additive. On va être, plus sur des pièces vraiment pour de la super finition, c'est-à-dire, après préparation de surface pour pouvoir apporter de la brillance ou alors descendre sur des états de surface, sur des niveaux de RA très bas. Hem, donc voilà un peu ce qu'on a pu retrouver sur la partie finition et traitement de surface. Donc finalement, si on fait une synthèse, du côté finition, ensuite je repasserai la main à Maxime peut-être pour la synthèse sur l'aspect fabrication additive. Yes. Mais sur l'aspect finition de surface, c'est vrai qu'on a été assez étonné qu'il y ait finalement peu de fournisseurs de technologies de finition de surface automatisées notamment. Alors ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y avait un autre salon en Allemagne qui était plus orienté secteur du médical. Donc, est-ce que les différents fournisseurs s'étaient plus orientés sur ce secteur-là que sur la partie fabrication additive?
En tout cas, c'est vrai que c'était assez étonnant d'en retrouver aussi peu sur ce salon-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des machines hybrides, c'est quelque chose qui semble pas forcément d'actualité actuellement puisque, comme, avec discussion avec certains fournisseurs de centres d'usinage, c'est vrai que c'est des machines qui sont très chères à produire et qui finalement, peuvent être, comme j'ai dit, il suffit d'intégrer un robot à côté de la machine qui va avoir une tête d'impression et ça fait finalement la même chose que de venir intégrer la tête d'impression à l'intérieur de la machine et certainement pour un coût plus faible. Donc c'est quelque chose qui est pas trop répandu à l'heure actuelle. Après, est-ce que dans le futur, c'est quelque chose qui va tendre à se développer, davantage? L'avenir nous le dira, comme on dit. Donc, Maxime, peut-être si tu veux Ouais, pas reprendre de la main souci. sur, Ça ouais, donc petite précision, c'était des discussions avec, DMG Mori, donc qui font, de l'usinage plus du DED poudre. Là, on voit quand même qu'il y a des sociétés, notamment Meltio, qui commencent à voir le jour en intégrant des têtes DED, mais fil, donc ça se rapproche un peu du WAM, dans des centres d'usinage, et ça semble être un petit peu moins contraignant et un petit peu plus versatile, parce qu'effectivement pour le DED poudre il faut mettre du coup tout le centre d'usinage en atmosphère neutre, etc. L'alternative serait plutôt de switcher de technologie de DED pour faire l'hybride un peu pertinent. Bon, Meltio, ça reste encore assez récent, mais c'est une petite nuance que je voulais apporter là-dessus. Et si on revient en haut de la slide. J'en ai pas parlé, mais il y avait une forte tendance WAM aussi, avec beaucoup de fournisseurs, de machines, de services et d'applications présentées. Euh, pas vraiment de nouveauté. Toujours, j'ai juste discuté un peu avec la société MX3D qui est assez connue pour le grand pont qu'ils ont fabriqué entièrement en métal aux Pays-Bas. Mais maintenant, ils se concentrent plus sur de l'optimisation de paramétrie et de la gestion de thermique que de la technique elle-même. En fait, ils vont plutôt s'orienter vers les parties soft. Donc ça, c'était un retour que j'avais eu. Et comme je l'ai dit aussi tout au long de ma présentation, les matériaux basse cuivre qui sont fortement répandus sur les technologies FA métalliques, quelles qu'elles soient. Et on observe une grande tendance des constructeurs, pareil, toute techno, à aller vers des grandes machines. Donc, soit pour faire des grandes pièces, soit donc plutôt ce qu'on voit sur la fusion laser avec les grosses pièces de fusée, etc. Ou faire de la grosse série, plutôt du coup avec les architectures binder jetting de GE et HP qu'on a pu voir. Pareil, l'impression 3D plastique prenait une part importante du salon, mais avec nos activités mécaniciennes, euh, enfin voilà, on s'est plutôt concentré sur les parties métalliques et finition. Voilà, merci de votre attention.